Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, une nouvelle thématique juridique. Donc, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition, Adapsia, et elle est financée par la conférence des financeurs du département de l'Essonne, la conférence des financeurs, pardon, de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Merci d'être si nombreux en direct. Et merci à vous de nous regarder en replay. Donc si vous nous regardez en replay, sachez que, l'avantage d'être en direct, c'est que à la fin de la visioconférence, donc après l'enregistrement, donc la partie que vous ne voyez pas en replay sur YouTube, il y a une, séance de questions-réponses entre, les participants et les intervenants, qui permet de poser ces questions vraiment plus personnelles, et d'approfondir un peu le sujet. Donc, je suis Pascal, je suis là pour, vous accueillir, gérer, les questions. N'hésitez pas à poser des questions dans la barre de conversation au fur et à mesure de la présentation de Marie-Hélène et puis, moi je les noterai et on reprendra, à la fin donc vos questions, après la fin de l'enregistrement. Donc restez bien jusqu'à la fin, même si je vous dis au revoir, restez bien après. Je suis également là pour répondre aux problèmes techniques, donc j'espère que Catherine a réussi à se reconnecter et à nous entendre. Pour vous inscrire à notre cycle de visioconférence, ça se passe sur le site movadom.eventbrite.com et puis maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Hélène qui va se présenter et puis dérouler sa présentation. Donc je couperai les diapositives et je laisserai Marie-Hélène, en gros plan et puis après, à la fin, je remettrai évidemment les diaporamas pour finir cette présentation. Marie-Hélène, quand tu veux. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Hélène Iserne-Réal, avocat au barreau de Paris depuis 1973. Et il se trouve que j'ai pu devenir spécialiste en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine, ce qui touche toute la problématique de la protection des majeurs. Et puis, j'ai été, au cours de ma carrière, ancien membre du CNB, du Conseil national des barreaux, qui est l'instance représentative des avocats. Et à ce titre, mais auparavant aussi, je représentais le barreau de Paris pour l'année discussion de la loi de 2007 sur la réforme de la protection des majeurs. Ensuite, j'ai pu, pendant 25 ans, et je continue encore, animer la formation des avocats sur les protections des personnes vulnérables. Et actuellement, je fais des consultations sur le site aidonslesnôtres.fr d'AG2R La Mondiale. Et je suis aussi conseillère scientifique d'une association extrêmement importante en ce qui concerne la protection des majeurs. C'est la Fédération internationale des associations de personnes âgées, qui a un rôle extrêmement actif dans la défense du rôle des personnes âgées. Et j'ai participé, pour terminer aussi, à la création du 3977, qui est le numéro vert d'accueil, Allo Écoute Maltraitance Personnes âgées, qui est le numéro d'accueil et d'écoute concernant les personnes âgées. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, je connais, avec toutes ces activités, j'ai fait beaucoup de formations dans le monde médico-social. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Gwendoline Cotrez, qui vous propose cette formation aujourd'hui avec son association Movadom. Et ça fait très longtemps que nous nous connaissons. Elle est intervenue à ma sous-commission. Et c'est à ce titre que nous avons renforcé les liens qui nous unissent. Alors aujourd'hui, oui, je ne fais pas de présentation avec un slide parce que je vais rapidement essayer de vous expliquer ce qu'est la protection judiciaire, ses avantages et ses inconvénients, et surtout vous expliquer comment la protection juridique peut compenser tous les inconvénients de la protection judiciaire. Alors, qu'est-ce que la protection judiciaire? Judiciaire, ça veut dire
que par le biais d'une procédure, on s'adresse à un juge. Donc, il y a des principes généraux de la protection judiciaire qui sont absolument pas connus et encore moins mis en pratique, et malheureusement par les acteurs judiciaires de la protection des majeurs. Pourquoi? Parce que la personne, même sous protection judiciaire, bénéficie de tous ses droits. La protection judiciaire, elle est faite uniquement pour lui donner quelqu'un pour exercer ses droits en vertu d'une décision de justice qui donne à une personne les pouvoirs d'agir, soit pour l'assister, soit pour la représenter, mais dans la limite de cette décision. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que cette décision du juge des tutelles, comme on l'appelait autrefois, qui maintenant devrait être plutôt le juge de la protection des majeurs, elle est décidée par un certificat médical en fonction de son état de santé. Donc cette mesure, la loi dit qu'elle doit être nécessaire, qu'elle doit être proportionnée et qu'elle doit être individualisée. Vous voyez bien que la loi ne prévoit pas qu'on fasse rentrer chaque majeur protégé dans un moule, et malheureusement, c'est le cas, on le fait entrer dans un moule prédéterminé. Alors très rapidement, comment se passe la procédure? La protection vise la personne et les biens devant être évidemment au service de la personne. Elle est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Alors vous voyez que, je vous cite la loi, donc vous voyez qu'il y a des règles extrêmement rigoureuses à respecter, et car la protection a pour finalité, c'est-à-dire pour objectif, l'intérêt de la personne et favorise autant que faire se peut son autonomie. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Alors comment ça se passe? Il faut déposer une requête qui est déposée par la famille, le conjoint cohabitant. Alors le conjoint à condition qu'il soit cohabitant. Ça peut être le concubin, il n'est pas nécessaire d'avoir un mariage officiel ou même un pax. Mais il doit être cohabitant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit toujours en présence de la personne et cohabiter avec elle. Le conjoint divorcé, par exemple, n'a plus de possibilité, sauf s'il rentre dans le cadre des personnes qui continuent à s'occuper de la personne dans le cadre de la famille, ou un tiers qui s'intéresse, c'est-à-dire un tiers qui continue à s'occuper du majeur protégé. J'ai eu le cas d'une épouse, par exemple, qui avait des enfants majeurs malheureusement, mais incapables de s'occuper de leur père dans la mesure où eux-mêmes étaient handicapés, et où le mari elle continuait à prendre en charge son ex-mari parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Et là, c'est le tiers qui s'intéresse. Mais il faut justifier de liens étroits et stables. Donc, c'est déjà la première contrainte. Il faut être conjoint cohabitant, être membre de la famille et justifier de toute façon de liens étroits et stables. C'est une des premières limites. Les médecins et les tuteurs doivent passer par un signalement au procureur de la République ainsi que les travailleurs sociaux, ce qui ajoute un délai supplémentaire parce que le procureur de la République, dans bien des cas, malheureusement, vous connaissez la situation de la justice qui est dans le même état que celle de la santé. La justice n'est pas très réactive et les procureurs de la République sont débordés. Elle doit être en outre accompagnée d'un certificat médical qui conditionne sa recevabilité. C'est-à-dire que si vous déposez une requête sans certificat médical, la requête sera rejetée. Or, dans certains cas, nous n'avons pas la possibilité d'entrer chez la personne qui est séquestrée par un de ses enfants, etc. Donc, il faut avoir accès à la personne, c'est déjà une difficulté. L'audition de la personne est obligatoire, sauf si le certificat médical dit qu'elle ne peut pas être auditionnée. Alors là, il faut faire attention, parce que très souvent, les services sociaux saisissent ou demandent à la famille de saisir le juge, produisent un certificat médical pendant que la personne, à la suite d'un accident de santé, est à l'hôpital. Quand le juge doit examiner le dossier et entend le requérant, c'est-à-dire celui qui a fait la demande, le juge
l'état de la personne, c'est 2 ou 3 mois après, quelquefois 6 mois après, et l'état de la personne s'est très nettement amélioré. Deuxième inconvénient, donc, il faut veiller à demander une deuxième, ou à produire soi-même une deuxième évaluation. La mesure, elle est prévue pour 5 ans ou, dans les cas extrêmement graves d'enfants handicapés, par exemple, elle est de 5-10 ans, ne pouvant excéder 20 ans. Mais évidemment, on peut revenir sur cette durée si, entre-temps, il s'est produit des éléments nouveaux et notamment une amélioration de l'état de dépendance de la personne. Cette mesure, une fois que le juge a statué, elle est publiée en marge de l'acte de naissance des enfants, de la personne protégée, pardon, dans une mention qui ne mentionne pas qu'il y a une incapacité, mais qui mentionne un renvoi au répertoire public. Alors, déjà, les greffes oublient de faire la mention. Deuxièmement, il faut renvoyer au répertoire public, c'est-à-dire que ce répertoire ne pourra être consulté que par un notaire qui doit faire un acte, etc., s'il voit une mention de renvoi au répertoire civil, qui est un répertoire public. Mais les particuliers, eux, n'y ont pas accès. Donc, il faut, là encore, être très vigilant en matière notamment d'abus de faiblesse ou de prédateur qui est auprès de la personne, veiller à ce que cette mention soit inscrite, parce que si ça ne l'est pas, les tiers, c'est-à-dire les gens qui contractent avec la personne, qui ont des contrats à signer, ne sont pas informés de ce qu'elle est sous protection, de ce qu'il y a un mandataire qui l'assiste ou qui la représente, et donc ça peut lui causer un grave préjudice. Donc là encore, il faut être extrêmement vigilant, car il y a des dysfonctionnements certains. L'exécution provisoire de la décision, elle n'est pas obligatoire, mais elle est systématiquement indiquée. C'est-à-dire que la décision, le juge dit « ma décision s'exécute immédiatement ». Il y a 15 jours pour faire un recours contre cette décision, mais malgré tout, malgré le recours, elle s'applique. C'est-à-dire que tant que la Cour n'a pas statué sur le recours, sur l'appel, il n'est pas possible de ne pas l'exécuter. Donc, attention, les délais de 15 jours pour faire appel d'un jugement du juge des tutelles, c'est après la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors attention, la notification, ça veut dire quand on reçoit la notification. Si vous êtes absent et que vous allez la chercher 15 jours après à la poste, c'est la date de la signature, donc de la réception. Donc veillez bien à ce que cette date soit indiquée, parce que très souvent les postiers oublient que la date de présentation n'est pas la date de réception. C'est extrêmement important. Et attention aussi, la notification, elle n'est faite qu'aux personnes à qui le juge a dit qu'elle devait être faite. Ce n'est pas parce que vous avez été entendu par le juge que vous serez partie à la procédure recevant la copie du jugement, officiellement. Donc moi, ce que je recommande, c'est que dès qu'il y a une procédure engagée, si vous voulez être partie à la procédure, vous devez faire une requête, présenter une requête au juge et ainsi vous constituer comme partie pour pouvoir être non seulement auditionné, mais en même temps donner votre point de vue sur la mesure de protection. Voilà très rapidement ce que je voulais vous signaler sur les critères, les règles de procédure en ce qui concerne la protection des majeurs, judiciaire, quand on saisit le juge et les difficultés qui peuvent se présenter. Donc, le juge ordonne une mesure de protection qui est fonction du certificat médical et ce que le médecin aura dit, si c'est une assistance ou une représentation. Les organes, ils nomment aussi un protecteur. Alors, le protecteur, il peut y en avoir plusieurs. Protecteur à la personne, protecteur au bien, protecteur aux deux, co-tuteur à la personne, co-tuteur au bien. Voilà. Le juge peut faire tout ce qu'il lui paraît souhaitable dans l'intérêt du majeur. D'où l'intérêt de se présenter et de dire, voilà, moi, je peux faire ci, mon frère peut faire ça, et donc, nous allons pouvoir nous organiser autour de papa ou de maman pour que les choses se passent bien en concertation, et le juge va se
se positionner par rapport aux compétences, si je puis dire, de chacun. Parce qu'il vérifie et parce qu'il est responsable de la manière dont la mesure de protection va fonctionner. Quand il y a un tuteur professionnel, parce qu'aucun membre de la famille ne peut se présenter parce qu'il y a un conflit trop grave, très souvent, le tuteur professionnel, l'argent est souvent le motif de la dispute entre, par exemple, l'épouse d'un deuxième lit et les enfants du premier lit. Donc, le magistrat va nommer un mandataire professionnel, mais qui souvent délègue à la personne la plus proche, celle qui habite au conjoint, délègue la tutelle à la personne, parce que ce n'est pas lui qui va aller à la maison de retraite, porter le linge propre ou s'occuper des relations avec l'EHPAD, donc la direction de l'EHPAD. Donc voilà, donc chaque mandataire, il peut y en avoir plusieurs. C'est extrêmement important de savoir ça. Chacun en fonction de ses compétences, ça permet de régler des conflits parce que chacun devra collaborer. Pourquoi? Parce qu'aucun des co-mandataires, que ce soit curateur ou tuteur, ne peut, il peut prendre des initiatives. C'est un peu comme les parents avec l'autorité parentale. Chacun est réputé prendre l'initiative. Mais évidemment, ils doivent s'informer des décisions qu'ils prennent, c'est extrêmement important. La personne peut désigner de façon anticipée la personne qu'elle souhaite qu'il sera son mandataire. Mais attention, ça c'est une limite aussi. D'après le Code de procédure civile, cette désignation anticipée doit être effectuée par acte notarié, soit entièrement manuscrite, sinon le juge n'en tient pas compte. Voilà. Donc, ces règles s'appliquent aux personnes pouvant être désignées dans le cadre d'une habilitation familiale. Dans le cadre d'une habilitation familiale, l'habilitation familiale, c'est une procédure judiciaire, parce que c'est le juge qui la décide. Donc, elle est extrêmement, elle est présentée au juge exactement dans les mêmes conditions que la tutelle ou la curatelle. Voilà, donc s'il n'y a personne pour s'occuper sérieusement et de manière efficace de la personne, ce qui est le cas souvent de personnes isolées qui n'ont pas d'enfants et qui, le juge désigne un mandataire à la protection judiciaire des majeurs. Donc les personnes protégées participent au financement de la mesure de protection selon un système complexe que personne ne comprend, mais la mission de mandataire familial est gratuite. Il n'y a que les professionnels qui sont rémunérés. Rassurez-vous, pas énormément, donc il faut être vigilant là aussi. Et c'est quand même un mandataire professionnel, ça peut être une assistance très efficace. Moi, je dis aux personnes qui rouspètent parce qu'on leur donne un mandataire, je leur dis, écoutez, c'est un secrétariat que l'État vous offre, mais c'est à une condition, c'est que le mandataire respecte effectivement les principes que je vous ai indiqués tout à l'heure, respecte les décisions de la justice et respecte les droits fondamentaux de la personne. Alors, quelles sont les mesures de protection rapidement? D'abord, la sauvegarde de justice, c'est-à-dire que dès qu'une requête est déposée, le juge ordonne une sauvegarde de justice. Alors, c'est un acte qui n'est pas susceptible de recours parce qu'il ne cause pas préjudice. Il permet simplement de contester judiciairement les actes qui auraient nui à la personne. Donc, c'est dans le futur des actes qui auraient été signés par la personne en période de sauvegarde. Elle n'est pas publiée, tout le monde l'ignore, ça permet l'annulation des actes. C'est très efficace quand il y a un prédateur qui est sur place, parce qu'on va pouvoir comme ça nommer un mandataire spécial au cours de la sauvegarde qui va prendre la main sur tous les moyens de paiement. Alors, c'est d'une violence inouïe à l'égard de la personne parce qu'elle n'est pas informée, mais c'est d'une efficacité redoutable quand il y a quelqu'un qui est en train de ponctionner sur les comptes de la personne. Et là, cette notion de mandataire spécial en cours de la sauvegarde, elle est susceptible de recours.
Alors, l'avantage, je vous dis, c'est que c'est très efficace. Ça permet de mettre fin immédiatement à l'abus de faiblesse. Alors, les inconvénients, comme je vous l'ai dit, c'est une grande violence. La personne n'est pas avisée. Chez elle, un MJPM professionnel, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, vient lui prendre tous ses moyens de paiement. Et elle a aussi un inconvénient, c'est que théoriquement, la carte bleue ne fonctionne plus et si les charges ne sont pas prélevées et relèvent d'un paiement par chèque, par exemple, il y a le temps que les banques donnent la main sur les comptes au mandataire. Comme je vous l'ai dit, la mesure est avec exécution provisoire. Elle s'applique immédiatement. Si le banquier ne donne pas immédiatement la main, il se crée des dettes et c'est un vrai souci. C'est dramatique pour les personnes. Alors, que font les mandataires corrects? Ils laissent l'usage de la carte bleue. Comme ça, au moins, la personne peut se nourrir. Et puis, ils font le transfert des charges, les impôts, les prélèvements immédiatement auprès des administrations pour que les prélèvements soient faits et pour que ce délai mis par les banques ne cause pas préjudice à la personne. Alors, ensuite, le juge statue, après, il entend tout le monde. Le juge a 1 an après le placement de la sauvegarde. Il a 1 an pour statuer sur le fond du dossier, c'est-à-dire dire s'il y aura une mesure de protection. Parce que ça peut ne pas, il peut y avoir non-lieu à protection. Alors justement, parce qu'on aura donné un nouveau certificat médical qui dit que la personne, ses capacités ont été rétablies, mais aussi il va dire quelle est la mesure apprécier ce que le médecin a dit sur la mesure. Alors la première mesure, c'est la curatelle. Curatelle simple, le curateur doit assister la personne pour la signature des actes de disposition. Que sont les actes de disposition? Les ventes, souscription de crédit, les actes graves qui entament son patrimoine. Mais la personne garde tous ses pouvoirs de décision, aussi bien sur ses soins médicaux que sur ses comptes bancaires, comptes courants. Il n'y a que pour les ventes qu'il doit avoir assistance de son curateur. C'est la mesure la plus légère, elle convient à très peu de personnes. Parce que le problème, la plupart du temps, c'est la gestion des revenus. Et dans ce cas, le juge ordonne une curatelle renforcée, une curatelle aggravée. Et dans ce cas, le curateur doit en plus appréhender les ressources afin de payer les charges. Et là, ça prive le majeur protégé sous curatelle de ses ressources. Donc, il a une carte de paiement, il a une carte de crédit, mais qui est une carte de retrait. On se bat pour qu'il y ait une curatelle aménagée avec une carte de paiement, mais donc, on trouve des aménagements, c'est-à-dire que le curateur prend la main sur les comptes, il prend les revenus, mais il laisse aux majeurs protégés avec des sommes prédéterminées, maintenant c'est très facile, il laisse les cartes de crédit, les cartes de paiement, y compris sur Internet, parce qu'il y a un contrôle et que de toute façon, le montant de la carte, maintenant, vous savez, est plafonné. Donc, ça permet un aménagement qui est quand même assez judicieux, mais c'est toujours pareil, il faut le demander, c'est-à-dire que ça n'est pas automatique. Donc, il faut être vigilant sur cela. Sinon, quand la personne est vraiment absolument incapable de prendre par elle-même ses décisions, le juge des tutelles ordonne une tutelle. La tutelle, c'est la mesure la plus grave parce que le mandataire, le tuteur, représente la personne pour toute la gestion, pour tous les actes de gestion et d'administration. Alors, c'est intéressant parce que, bon, c'est géré de manière objective, en principe, et il faudra l'autorisation du juge des tutelles pour prendre les actes de disposition. C'est-à-dire que le mandataire ne pourra pas faire des ventes, ne pourra pas souscrire des crédits, ne pourra pas faire ce qu'on appelle les actes de disposition sans faire une requête au juge des tutelles qui devra vérifier que c'est l'intérêt du majeur, et notamment dans les ventes, vérifier que les placements de l'argent de la vente
seront faits de manière correcte par rapport à l'intérêt du majeur et il surveille les placements. Donc, si vous voulez, l'avantage de ces mesures de protection contrôlées par le juge, c'est la sécurité. La mesure est publiée, elle permet l'annulation ultérieure des actes plus facilement en cas de besoin. Les actes du curateur ou du tuteur sont contrôlés par le juge, donc couverts en cas de litige ultérieur avec les héritiers. Il engage la responsabilité de l'État en cas de dysfonctionnement pour tous les dysfonctionnements. Il y a des contrôles financiers en curatelle renforcée, en tutelle. Le mandataire familial, curateur ou tuteur, reçoit des modèles et doit rendre des comptes, mais avec des formulaires qui sont préparés. Le magistrat veille à ce que l'on sache, à ce que l'on remplisse correctement les modèles, les comptes. Effectivement, il faut rendre des comptes une fois par an, mais au moins c'est contrôlé. Et c'est un gros avantage, c'est qu'une fois que les comptes sont validés par le juge une fois par an, qu'il n'y a pas eu d'observation, les gestionnaires sont protégés contre les actions de futurs héritiers, par exemple, qui contesteraient la gestion. Donc, c'est quand même un avantage extrêmement important. Et il y a un deuxième avantage, c'est que c'est réglé par la loi, c'est-à-dire le Code civil vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, les textes sont assez précis pour savoir comment gérer la mesure. Le mandat du juge donne des pouvoirs facilement, enfin très difficilement contestables. Par exemple, quand c'est un avocat qui va négocier avec les services fiscaux pour rattraper des arriérés d'impôts que la personne n'a pas pu, est suspicieux. En revanche, le fait de dire je suis mandataire et j'ai les pouvoirs du juge et voilà, tout le monde vous dira, tous les mandataires vous diront que comme c'est contrôlé par le juge des tutelles, les services fiscaux par exemple ou les tiers ou les banquiers seront beaucoup plus favorables dans le cadre d'une négociation. Mais surtout aussi, c'est que le texte donne une priorité familiale. Donc, il faut se présenter, surtout pour la protection de la personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La possibilité de saisir le juge en cas de difficulté est beaucoup plus rapide. On fait une requête, on dit au juge, voilà, ça ne marche pas, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut évoluer? Et c'est assez facile d'obtenir des autorisations rectificatives, c'est-à-dire de rectifier ce qui a été décidé, ou supplétives, c'est-à-dire de compléter par une requête ce qui n'a pas été prévu. Voilà, et ça a l'avantage de la gratuité pour le mandat familial. L'habilitation familiale, qu'elle soit générale pour la gestion de toutes les affaires ou spéciale pour faire un acte de vente, par exemple, l'intérêt de l'habilitation familiale, c'est que là, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de déposer annuellement les comptes auprès du juge. Et il y a une grande souplesse dans les demandes, représentation, assistance, la personne peut participer, etc. C'est assez pratique et beaucoup de juges ordonnent des habilitations familiales. Alors, les inconvénients de la protection judiciaire, tout le monde les connaît. Il ne faut pas les exagérer, mais enfin bon, ils existent, il faut en parler. C'est le délai de traitement des dossiers. Pour les personnes âgées, la personne meurt avant que la Cour ait statué. À la Cour d'appel de Paris, en ce moment, les recours qui étaient à 6 mois, maintenant, on a changé de magistrat. On a un magistrat qui est sur plusieurs postes et c'est reporté à 9 mois. Donc, en attendant, il se passe des choses. Et voilà. Alors, on peut toujours s'adresser au juge des tutelles, hein, qui revient sur sa décision, même si la Cour est saisie d'une difficulté, mais quand même, ça cause préjudice à la personne. Et l'aléa dans la mesure choisie, parce qu'on a fait croire aux personnes que c'était de l'ordre de l'aide sociale, la protection des majeurs. On ne se rend pas compte que ça touche au budget, aux ressources et aux charges, que ça touche à la gestion patrimoniale, que ça touche aux droits essentiels de la personne, c'est-à-dire est-ce que sa dignité est respectée dans le cadre du fonctionnement de la maison de retraite ou de l'EHPAD?
Et là, le juge refuse de s'en occuper parce que le législateur a renvoyé la procédure au juge des contentieux de la protection, c'est-à-dire l'ancien juge d'instance, au juge qu'on appelle de proximité maintenant, qui est au même endroit que le juge d'instance autrefois, et qui continue à s'occuper des loyers et du surendettement. Or, nous voudrions que la protection des majeurs, comme la protection des mineurs, la protection des mineurs, elle a été montée à un juge de l'ancien tribunal de grande instance, qui est un juge de plein statut, de plein pouvoir, parce que ça touche au budget, ça touche aux relations familiales, ça touche aux droits fondamentaux du statut de la personne et ça touche à la gestion importante de son patrimoine. Or, quand on a fait la loi sur la protection des majeurs, tout a été renvoyé au ministère des Affaires sociales. Le ministère de la Justice n'a pas voulu s'en occuper, malgré la protestation des juges, des avocats. Et pourquoi? Parce qu'on a renvoyé aux associations tutélaires et on ne s'est pas rendu compte que les majeurs protégés, même si 40% relèvent de l'aide sociale, ce ne sont pas tous des nécessiteux et que moins il y a de patrimoine, plus il doit être géré avec compétence et diligence. Or, il y a une autre difficulté, c'est que les mandataires professionnels, comme je viens de vous l'indiquer, relèvent pour leur financement, pour leur compétence, de l'appréciation du ministère des Affaires sociales, de l'État, alors qu'ils devraient relever d'être des auxiliaires de justice, comme les avocats, comme les éducateurs, comme les administrateurs de société. Ils devraient être des administrateurs avec une compétence juridique extrêmement importante. Et nous voudrions aussi, nous les avocats, que les magistrats aient la même spécialité que nous. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste en droit de la famille, divorce, budget, relations familiales. Personne, c'est-à-dire état des personnes, filiation, adoption et protection judiciaire, et patrimoine. C'est-à-dire que les trois sont englobés, parce qu'on ne peut pas faire de la gestion patrimoniale si on ne connaît pas les régimes matrimoniaux, les procédures de succession, etc. Le juge doit prendre des décisions qui touchent au patrimoine, par exemple, qui touchent aux droits fondamentaux, aux droits de la santé, aux droits de la fin de vie, et le juge n'est pas compétent pour le faire. Alors, la plupart des juges, si, ils sont vigilants, ils font attention. Mais les mandataires aussi. Il est vrai que les mandataires libéraux sont plus attentifs que les mandataires des associations pour gérer cela. Les mandataires des associations, d'abord, ils sont débordés, ils n'ouvrent pas les mesures et en fait, leur mode de gestion ne permet pas de faire face à leurs obligations. Et donc, c'est là qu'on a des gros problèmes, comme la presse en a parlé. Alors, il ne faut pas généraliser, mais nous souhaiterions qu'il y ait une évolution de code de l'organisation judiciaire, mais aussi du code de la formation des mandataires. Ils sont en train de s'en occuper aussi. Il semblerait qu'un consensus pour qu'ils aient une formation universitaire et non pas vague CNC qui ne correspond pas aux compétences qui sont exigées d'eux ensuite lorsqu'ils exercent. Donc là, nous pensons que, en plus, ils ne sont pas assez contrôlés, donc on a de graves difficultés, comme celles qui viennent de se passer dans le Val d'Oise, là où il y a eu des détournements importants sur un mandataire pour lequel nous avons alerté depuis plusieurs années les magistrats. Donc, l'absence de déontologie des mandataires professionnels, une formation indigente, c'est un vrai sujet. Donc, c'est une tromperie du justiciable, et je vais en terminer par là, parce qu'on fait croire au justiciable qu'elle est une petite requête comme ça, on remplit un formulaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il faut dire au magistrat, il faut faire un bilan personnel, familial, patrimonial, fiscal, juridique, pour savoir quelles sont la mesure doit être individualisée. C'est-à-dire que le juge doit savoir quels sont les problèmes qui se posent pour nommer le bon mandataire, pour nommer la bonne mesure qui va s'adapter, individualiser, proportionner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une tutelle si
les règles du régime matrimonial permettent de régler les problèmes de gestion. Et ça, qui connaît les règles de fonctionnement des articles 217 et 219 du Code civil? Les avocats qui font des liquidations, qui connaissent. Donc, même les notaires n'y font pas attention. Donc, nous, on fait ça dans les procédures de divorce. Hein, on connaît ces textes. Donc, la gestion des régimes matrimoniaux, par exemple, c'est quand il y a un conjoint à protéger, ou, et ben voilà, ça ne dépend pas seulement de qui va payer quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est une espèce de tromperie quand on a dit aux gens, pas besoin d'avocat, pas besoin de faire, pas besoin, rassurez-vous, on prend les choses en main et on va le faire. Eh bien, ça ne marche pas, d'autant que quand c'est une gestion familiale, on donne au mandataire des responsabilités qu'il ne mesure pas. Moi, j'ai un de mes clients là qui est curateur et tuteur tuteur de son beau-père et curateur de sa belle-mère, a fait des placements financiers sans s'apercevoir qu'il plaçait des fonds de communauté, qu'il fallait l'accorder d'eux, et que finalement, les héritiers, à la suite, ont contesté et les actes de gestion qu'il a fait ont été nuls et on a engagé sa responsabilité. Donc, le pauvre, il était fort mari de s'être trompé, mais c'est un vrai sujet. Alors, comment faire pour compenser ce défaut d'organisation du système de la protection des majeurs? Et eh bien, il faut s'organiser par soi-même. Et la loi vous donne tous les éléments de la protection juridique. Alors, je vais me dépêcher parce que je ne sais pas quelle heure il est. Ça va être un vrai sujet. Donc, la loi prévoit, il y a le mandat de protection future, c'est-à-dire que pour soi-même, vous organisez votre propre protection en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, par acte d'avocat, par notaire, qui garantit le conseil, qui garantit l'identité des personnes, qui prévoit un contrôleur du mandat. Vous avez une sécurité juridique, mais en plus, c'est publié. C'est publié chez les actes des notaires et les actes d'avocats aussi sont publiés. Donc, l'acte notarié permet les ventes, mais il est contrôlé par le notaire lui-même, ce qui est jugé partie, ce qui chez nous n'existe pas. C'est-à-dire le rédacteur du mandat d'avocat, par acte d'avocat, ne sera pas le contrôleur. Donc, il est souvent copié-collé des pouvoirs donnés en tutelle, donc il est mal individualisé. Donc, il vous coûtera beaucoup plus cher chez un avocat que chez un notaire, mais parce que les notaires refusent de les faire, mais vous aurez un système complet d'organisation. Alors, attention, pour le futur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait son testament qu'on va mourir, et bien là, ce n'est pas parce qu'on a fait son mandat de protection future qu'on va tomber immédiatement en incapacité. Et d'ailleurs, il faut le faire assez vite, parce que si on le fait la veille, si on le fait au moment où on est incapable, il est nul et il sera contesté. On peut faire aussi un mandat pour autrui, et ça, nous l'avions demandé aux législateurs, c'est-à-dire que les parents d'enfants handicapés doivent prévoir, et là, par acte notarié, c'est obligatoire, qui s'occupera de leur enfant quand eux-mêmes ne seront plus en possibilité de le faire. On a des parents de 90 ans qui sont tuteurs de leurs enfants de 60 ans. Ça n'est pas possible. Donc, rédigé par des professionnels du droit, publié, d'où la certitude d'être exécuté, activé par le mandataire avec un certificat médical circonstancié. Il faudra que l'état d'incapacité soit constaté. Le contrôle par un contrôleur indépendant, très complet, il prévoit la protection de la personne, les règles du mandat s'appliquent, les pouvoirs sont bien définis selon le mandat. C'est un contrat que l'on signe entre un mandant et un mandataire sous contrôle de professionnels. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il faut et efficace. Il ne faut pas bon, il ne s'applique pas immédiatement, c'est un peu sa difficulté. Et il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour le signer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, la difficulté, c'est de choisir des mandataires. C'est assez difficile, mais enfin bon, les avocats peuvent vous proposer des mandataires professionnels. Il est activé sous la responsabilité du mandataire, c'est-à-dire que le mandataire, avec le certificat médical, va au greffe du tribunal qui met son visa et hop, ça marche. Hein.
Euh, le fichier national des mandats n'est pas encore mis en place faute de décret. Ça fait quand même 7 ans qu'on attend le décret. Bon, s'il est insuffisamment protecteur, il peut être contesté devant le juge des tutelles. Et si le greffier refuse le visa, il y a un recours au juge, mais sa décision ne peut pas être contestée. Mais il y a d'autres mandats. Vous connaissez tous les procurations à la banque. Il y a les mandats ordinaires qui ont l'avantage de s'appliquer immédiatement, qui permettent les ventes, qui peuvent être publiés, qui peuvent être faits chez un avocat comme chez un notaire. L'inconvénient, c'est qu'ils prennent fin au décès, mais comme tous les mandats. Et il est préférable de préparer les comptes et de conserver les justificatifs pour éviter toute contestation ultérieure. Mais vous avez aussi le mandat à effet posthume, c'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, vous pouvez décider qui s'occupera de vous pendant votre incapacité, mais vous pouvez aussi faire nommer un administrateur pour, après votre décès, organiser votre succession. C'est très intéressant quand on a un enfant handicapé. Les notaires préfèrent les SCI, les sociétés de gestion. Ça permet vraiment d'éviter la tutelle et la curatelle pour des personnes handicapées, pour lui procurer des revenus sans qu'il ait besoin de s'occuper de la gestion. Vous avez une nouveauté aussi qui s'appelle la fiducie, qui est le transfert du patrimoine, toujours par contrat. Hein, on rédige ce qu'on veut, comment on rentre, comment on sort, comment le fiduciaire sera géré. Et le fiduciaire, c'est forcément un professionnel. Les avocats ont créé des sociétés de fiduciaires spécialement garanties pour engager la responsabilité, car le patrimoine là est transféré au fiduciaire. Donc c'est extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que le mandat de protection future. Bon, il n'y a plus les avantages fiscaux qu'il y avait autrefois. Le patrimoine est géré comme au profit du bénéficiaire à l'entrée comme à la sortie, comme s'il n'y avait pas de transfert de patrimoine. Et compte tenu des garanties apportées, c'est un contrat onéreux. Mais il faut savoir que quand c'est un avocat qui est mandataire, la responsabilité des mandataires, des avocats, va très au-delà des petites assurances des mandataires judiciaires professionnels. Alors aussi, quand vous êtes mandataire professionnel, personnel, familial, n'oubliez pas d'assurer votre responsabilité. Voilà, donc alors il y a aussi des contrats avec le département pour gérer ça s'appelle les MAJ, les MASP. C'est un contrat conclu entre la personne et le département pour une aide à la gestion de ses affaires. Malheureusement, ils ont l'inconvénient de ne porter que quand la gestion est bénéficiaire d'avantages sociaux. Il y a 2 graves inconvénients. C'est que ce n'est pas connu, que les départements n'ont pas créé les services qui permettent de procurer cette aide aux personnes qui pourraient en bénéficier, et ils ne portent pas sur les revenus ordinaires, mais ça serait extrêmement intéressant pour éviter des curatelles abusives. Voilà. Alors, j'en ai terminé. Pardonnez la rapidité de cette présentation. Maintenant, j'attends vos questions parce que vous allez certainement me poser des questions et je préfère répondre à vos questions et surtout que vous me disiez pourquoi les Français n'utilisent pas ces modes contractuels de protection souples, donnant les meilleures garanties lorsqu'ils sont mis en place par des professionnels, qui sont les mesures de protection juridique que je viens de vous énumérer rapidement et sur lesquelles je suis à votre disposition pour vous donner toutes les explications que vous voudrez entendre. Donc, je donne la main à Pascal qui a peut-être repéré des questions déjà. Merci Marie-Hélène. Effectivement, on a une question écrite. Alors, avant de passer aux questions orales et hors enregistrement, la question écrite de Françoise, qui est parent d'un enfant unique qui a besoin d'être accompagné. Comment être certaine que la personne qu'elle va désigner sera toujours vivante? Oui, voilà. Alors, le mandataire de protection future doit être une personne physique. Si c'est une personne morale, ce doit être une association. D'accord?
Mais lorsque j'ai eu à régler ce genre de cas, j'ai indiqué aux parents, j'ai indiqué aux parents que on pouvait se reporter vers un mandataire familial et dire et nommer un contrôleur du mandat qui, en cas d'incapacité du mandataire familial, par exemple un frère, une sœur, qui nommait dans le mandat un contrôleur qui sera chargé en cas de difficulté, d'incapacité du mandataire, par exemple, ou d'impossibilité, enfin bon, il peut y avoir plein de cas, de nommer quelqu'un à titre subsidiaire, et là, ça peut être une association, un mandataire professionnel. Moi, il n'y avait pas de frères et sœurs possibles. J'ai présenté un mandataire que je connaissais bien, avec qui je travaillais, et on peut indiquer un professionnel. Alors, il y a depuis peu de temps la création d'une association française des mandataires de protection future, qui est, vous pouvez aller sur le site, hein, mandat protection future tout attaché.fr, qui pourra nommer des professionnels qui seront chargés d'exécuter la mesure de protection au moment de l'activation du mandat de protection future pour autrui ou même pour soi-même, à la demande du contrôleur du mandat ou même d'office. Parce que l'intérêt de ce mandat, c'est que vous faites ce que vous voulez. Vous réfléchissez. Alors, c'est vrai que de désigner le mandataire, c'est le plus compliqué. Moi, j'ai 3 enfants, ils sont en train de se répartir la tâche, là, dans mon dos d'ailleurs, en fonction de faire le contraire de ce que je pensais. Oh, ils se mettent d'accord, moi, il n'y aura pas de difficulté là-dessus, mais enfin bon, ça m'amuse. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, si vous voulez, par acte d'avocat, les notaires ne le pratiquent pas, mais par acte d'avocat, et malheureusement, le mandat de protection future pour autrui, pour répondre à la question de Françoise, se fait devant notaire. Mais Françoise, vous savez que vous avez la fiducie et que vous avez des associations d'avocats qui ont organisé des contrats de fiducie. Il faut vous renseigner. Il y en a plusieurs en France, parce que vous pouvez faire des transferts de patrimoine. Vous pouvez faire aussi des sociétés de gestion il faut voir ça avec un avocat en gestion patrimoniale, avec un notaire qui, en fonction, qui vous renverra soit vers des actes notariés, soit vous fera des actes de gestion patrimoniale, soit vous renverra vers une fiducie où vous transférerez la propriété de vos biens plus tard, hein, ce n'est pas obligatoirement maintenant, à un fiduciaire qui gérera votre succession. Alors, il s'agit de savoir s'il y a des entreprises, par exemple. On a un gros sujet, et c'est pour ça que l'Association française des mandataires de protection future ont été créées. Il y a des systèmes de gestion de l'entreprise, le temps que des solutions soient trouvées, au décès d'entrepreneurs. Mais il n'y a rien de prévu pour son incapacité. Or, le tuteur et le curateur, ils gèrent la personne. Quand cette personne est PDG d'une entreprise, le tuteur n'a pas les pouvoirs pour gérer l'entreprise. Donc, il faut, avec les associés, etc., gérer en fonction du droit des sociétés. C'est compliqué. Il vaut mieux que l'entrepreneur gère la situation en cas de son incapacité et nomme qui continuera son entreprise sur le plan comptable, sur le plan juridique, sur le plan technique. Voilà, il faut qu'il s'organise. Et ça, le mandat de protection future doit le permettre, et on peut confier sa gestion
Donc la préoccupation de Françoise, ben moi j'y réponds en disant qu'elle prenne une consultation. Qu'elle prenne une consultation, on fait un bilan familial, personnel, quel est l'état de santé de la personne, personnel, familial, qui peut faire quoi, social, quels sont ses droits sociaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas leurs droits sociaux, qui ne connaissent pas leurs droits sociaux, patrimoniaux, fiscaux, pour anticiper sur une éventuelle incapacité. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est ce bilan. Voilà. Et nous avions proposé avec le défenseur des droits et la FIAPA que ce bilan soit fait au moment où les gens, financés par les caisses de retraite, au moment où les gens prennent leur retraite. On n'a pas abouti à ça, malheureusement, mais on devrait agir et on continue aussi à agir avec les pouvoirs publics pour que ces bilans soient financés, pour que les gens préparent leur incapacité. Parce que les baby-boomers vont perdre leur capacité. Et comment allons-nous faire pour régler la dépendance? Comment allons-nous faire pour organiser la vie personnelle alors que le droit de la santé, il n'y a plus de médecins, il va falloir des années maintenant pour créer des médecins et combattre les déserts médicaux, pour gérer la fin de vie. Moi, tous mes mandats de protection future sont accompagnés d'une désignation de personnes de confiance annexée, mais bon, que l'on a sur soi, et qui contient les directives de fin de vie, les directives de prélèvement d'organes, etc., etc. C'est extrêmement important de s'organiser parce que ce n'est pas au moment où la panique est installée, où on est dans la douleur de la perte d'un être cher ou de sa perte de capacité, qu'il faut essayer d'organiser tout ça. Donc, je renouvelle ma question en espérant avoir répondu à Françoise. Pourquoi nous les Français, nous ne nous organisons pas pour utiliser ce que la loi nous donne? Et vous voyez, la loi nous donne des choses extrêmement variées. Peut-être la peur de provoquer le problème, mais bon, Je vous dis, comme on a fait son testament, on ne voilà, meurt pas c'est ça. forcément, hein. Ben c'est ça, mais après les C'est gens, toujours c'est peut-être un sujet révisable, sensible pour les gens. c'est toujours révisable. Donc, Fran faire ce bilan et après voir un petit peu ce qu'on peut organiser. Il y a des ju solutions juridiques techniquement ju extrêmement poussées. justement, ce bilan avec qui, doit-il être fait? Un avocat, un notaire, un Alors, vous pouvez faire appel à votre notaire. J'attire votre attention sur le fait que l'avocat spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine a en plus la connaissance de la procédure et de ce que l'on peut attendre d'une juridiction. Donc, il faut faire un petit peu comme le divorce par consentement mutuel. Il a été confié, sa rédaction a été confiée aux avocats. Le notaire n'a qu'à faire l'acte de partage éventuel et à poser la formule exécutoire. Pourquoi? Parce que nous savons ce qu'un juge déciderait dans le cadre de la personne. C'est pourquoi j'insiste sur ce bilan. Et les avocats proposent un bilan extrêmement complet. Moi, je fais des consultations qui sont relativement chères, qui sont entre 360 et 480 euros TTC, parce que ça dure 2 heures, j'examine les documents, je questionne la personne, et on sait très exactement ce qu'il est possible de faire après. Et donc, après, bon, on met tout ça en musique, si je puis dire, dans le cadre d'un acte qui est quand même très difficile à rédiger parce qu'il faut plusieurs rendez-vous. Nous, les avocats, ce que ne font pas les notaires, nous convoquons, par acte d'avocat, nous devons garantir que nous avons informé très exactement tous les signataires de leurs droits. C'est une garantie que donne l'avocat et que ne donne pas le notaire. Moi, j'ai des mandats notariés où on m'indique que le mandataire n'a pas été reçu par le notaire. Attendez, c'est pas possible. On ne peut pas lui donner un mandat comme ça sans qu'il ait été informé de ses droits et de ses obligations surtout. Donc on donne aux gens des obligations.
Donc, moi, je recommande par acte d'avocat, d'abord parce que ça sera mieux individualisé. Ça ne sera pas un copier-coller comme font les notaires de la loi sur la tutelle. C'est fait au petit point parce que nous avons l'habitude de déposer des requêtes au petit point. C'est-à-dire que quand l'avocat dépose une requête pour le juge, l'inventaire patrimonial est fait. Oui, parce qu'il faut faire inventaire aussi. L'inventaire patrimonial est fait. C'est compliqué de faire un inventaire. Il y a des règles précises. Ce sont des actes juridiques, des actes importants qui ont des effets juridiques importants. Ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table. Donc, voilà, moi, je conseille une consultation. Alors, allez voir votre notaire si vous avez l'habitude de gérer avec lui toutes vos affaires. Mais si c'est un notaire que vous connaissez comme ça, il vaut mieux, je crois, aller voir un avocat. Merci Marie-Hélène. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction, dont je vous avais mis la diapositive tout à l'heure. Vous pouvez également le remplir en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction est important pour nous pour faire un retour à nos financeurs de votre satisfaction sur nos visioconférences. Puis vous avez un petit champ libre également qui vous permet de mettre des remarques ou des problématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dans nos prochaines visioconférences. Ici, vous avez le slide de tous les projets de Movadom et de Gwendoline Cotrez. Donc la chaîne YouTube, vous cherchez sur YouTube, vous cherchez Movadom ou alors vous tapez Gwendoline Cotrez avec un Z et vous arrivez sur la chaîne où vous avez tous les replays et il y aura dès demain le replay de la visio de ce matin. Pour vous inscrire, vous avez le lien, c'est movadom.evenbrite.com et puis la nouveauté, c'est le livre audio et les podcasts que vous pouvez télécharger et écouter gratuitement sur le déménagement des seniors et beaucoup de témoignages dans les podcasts très intéressants. Notre prochaine visioconférence, c'est dans une semaine. C'est voyager en ayant une mobilité réduite. Donc, ça sera vendredi 28 octobre à 10h30. Encore merci à la conférence des financeurs du département de l'Essonne. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com. Et puis, on se retrouve très vite pour des questions ouvertes. Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'était très, très, très intéressant. Je ne sais pas, un peu rapide sans doute. J'espère À- avoir éclairé. Merci à tous de votre confiance Merci, à très bientôt. et au revoir.